bonjour à tous. Bienvenue donc à ce webinaire Réseaublog consacré aujourd'hui à Flexible NetFlow. On va regarder un peu cette technologie qui nous permet de voir ce qui se passe dans le réseau sans rajouter d'équipement. Hein. C'est des équipements actifs, les routeurs, les switches eux-mêmes qui vont nous permettre de voir ce qui se passe dans le réseau. Alors, ce sont des webinaires Réseaublog. On essaye d'enlever un maximum de marketing. On reste concret sur la technique. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire avancé. On va essayer de regarder certaines choses assez précisément. Le rythme des webinaires va s'accélérer cette année. Donc un webinaire par mois, peut-être un petit peu plus. Et puis, comme vous l'avez vu, j'ai fait quelques efforts puisque j'essaye de poster les enregistrements sur YouTube. Et je vois que ça a un certain succès parce que le dernier webinaire, je vois déjà pas mal de gens qui sont allés le visionner. Donc ça a l'air de vous plaire. Donc je vais continuer. Je rappelle l'URL du blog, je pense que vous la connaissez, puisque vous êtes là aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Alors, on en a en théorie pour 1 heure. Bon, on va faire ça de façon un petit peu informelle. Je pense que vous avez l'habitude. On risque de dépasser légèrement. Vous pourrez regarder la fin éventuellement sur Réseaublog, sur la chaîne YouTube du blog. Mais le principal, je pense, sera couvert dans tous les cas dans l'heure qui vient. Alors aujourd'hui, ce qu'on va regarder, j'ai construit cette présentation de façon un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de voir, et je vais commencer par les usages. Certes, on parle pas mal de la technologie NetFlow, mais l'idée c'est de commencer par regarder ce qu'on peut en faire. Donc j'ai pris quelques exemples d'applications, Cisco ou tierces, qui utilisent la techno pour en faire des choses assez formidables. Et puis après, on va regarder la techno. Hein, la techno, déjà le mécanisme de collecte, le mécanisme d'export, comment on configure. C'est là que ça va être un petit peu plus avancé. Et puis, comment on a fait évoluer NetFlow pour être au service de la performance des applications. Donc, avec non plus juste des mesures d'octets, mais des mesures de gigs, de latence, etc., etc. Et juste avant de conclure, et je vous rappeler les dates des prochains webinaires qui sont sur le blog, hein, dans un petit encart en haut à droite, je voulais terminer sur un petit use case sur l'intérêt d'avoir NetFlow dès le switch d'accès. Voilà, donc ça ça sera juste 2-3 slides avant de se dire au revoir aujourd'hui. Alors, on va commencer par les usages. Ça ne sera pas exhaustif, mais c'est des points assez intéressants. Des applications qui vont vous montrer que NetFlow, on va pouvoir s'en servir pour faire plein de choses différentes. Et une des applications de NetFlow, NetFlow est utilisé par un outil fait par la société Arbor Networks, qui permet de protéger les réseaux, et notamment, surtout dans le monde des services providers, qui va permettre de protéger les réseaux d'attaques de déni de service. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer, un déni de service classique? Tout à coup, vous avez quelqu'un sur le réseau qui se prend des requêtes venant de 2000 hosts distribués partout sur l'Internet, un pic de trafic énorme, 1 giga, 2 gigas, 10 gigas, et on essaye vraiment de faire du mal à un serveur, faire du mal à un réseau, une victime, ou alors un client directement de cet opérateur. Alors, je dis là, je vais parler d'un service provider, mais ça va être potentiellement également une entreprise. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que avec NetFlow, qui va être configuré sur certains routeurs, alors tout ou partie des routeurs, principalement, généralement, on configure NetFlow sur les points de peering. Les routeurs vont informer un collecteur là qui s'appelle le PeakFlow, qui est l'outil d'Arbor Networks, hein, un collecteur avec une station de management. Donc les routeurs vont informer cette station, ce collecteur, de ce qu'ils observent. Hein, et notamment, ils vont montrer qu'il y a plein de flux qui viennent de plein d'endroits différents, des flux petits, des flux gros. Et le collecteur, lui, il a une intelligence qui lui permet de voir ce qui est anormal. D'accord? Et en fonction, quand il va voir quelque chose d'anormal,
eh bien, il va pouvoir permettre, soit automatiquement, soit manuellement, de dire, bah voilà, on va essayer de se protéger de ça. Alors, comment on va se protéger? Le collecteur, il va être capable, par exemple, de rajouter des routes sur les routeurs en BGP, eh bien, pour dropper les paquets. Il va être capable de rajouter des règles dans les routeurs via un protocole qui s'appelle FlowSpec, donc de pousser des états au niveau de la fibre, de dire par exemple tout ce qui vient ou tout ce qui va vers telle adresse avec tel port, tu sais quoi, tu me le rate limit et tu me le rebalances dans une VRF sur laquelle je vais faire de la remédiation, de l'analyse approfondie. Et notamment Arbor Networks, ils ont quelque chose qui s'appelle la TMS, c'est une appliance qui d'ailleurs peut être intégrée dans nos routeurs ASR 9000 sur une blade de l'ASR 9000. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir faire une analyse approfondie des paquets. C'est-à-dire là, on n'est plus dans l'analyse du flux, on va regarder vraiment dans le paquet, on va dire bon, ok, ce truc-là, c'est vraiment une attaque, je drop. Ou alors, non, ce truc-là, c'est plus, c'est bon, donc on le laisse passer. On va pouvoir faire éventuellement avoir des contre-mesures, de pouvoir regarder au niveau HTTP, de faire un acknowledgement, de vérifier qu'il y a bien quelqu'un en face. Voilà. Donc ça, c'est un premier usage côté sécurité avec Arbor Networks, vraiment une solution largement déployée et avec qui on est vraiment partenaire. Comme je vous l'ai dit, on déploie leurs solutions directement dans nos routeurs. Voilà. Une autre solution très proche, c'est LANCOPE, avec qui également on est partenaire. C'est pas des outils Cisco, là, ce dont je vous parle en ce moment. LANCOPE, c'est un peu la même chose, mais plutôt côté LAN. C'est-à-dire, ça va être les switches, les routeurs d'entreprise. Là, on est plutôt dans un environnement d'entreprise, plutôt que LAN. Ça va être dans le monde de l'entreprise. On va envoyer, des informations sur les flux qu'on voit passer dans l'entreprise. Et là, LANCOPE va regarder ce qui se passe. Alors, comme on aura déclaré dans LANCOPE, par exemple, des serveurs d'impression, on aura déclaré nos serveurs DNS, nos serveurs DHCP, nos serveurs web, etc. Donc, on aura déclaré notre réseau. Et ce que va faire LANCOPE, c'est qu'il va regarder des flux qui sont anormaux. Par exemple, cette nuit, j'ai eu 5 gigas de trafic qui se sont échappés vers la Chine. Est-ce que c'est quelque chose de normal ou pas? Donc, LANCOPE va envoyer, on va avoir un concern index qui va être généré automatiquement, et c'est ça l'intelligence, c'est LANCOPE a déjà des mécanismes de calcul d'anomalies. Et ça, vous n'avez rien à faire, c'est-à-dire par défaut, il va vous donner les bons, il va vous montrer des alarmes, et puis là, après, manuellement, vous allez pouvoir remédier aux problèmes que vous voyez. Alors, ce qui est assez super avec LANCOPE, c'est que non seulement vous allez recevoir les informations sur les flux depuis le réseau, mais également vous allez récupérer les informations sur le contexte de connexion de l'utilisateur de ISE, Identity Service Engine. Et en gros, vous allez savoir que telle personne dans votre réseau, il y a un verre sur son ordinateur, parce que vous voyez que il commence à envoyer des paquets sur un port à ses voisins, etc. Et vous avez même des mécanismes qui vous permettent de voir la propagation du verre. Donc là aussi, on est vraiment dans la sécurité. Alors on essaye même d'aller plus loin, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure juste avant de conclure, avec LANCOPE pour voir comment on peut utiliser LANCOPE également pour de la protection et pas que pour de la détection. Mais déjà, rien que détecter ce qui est anormal dans le réseau, vous mettez LANCOPE sur votre réseau, vous activez NetFlow, vous allez voir des choses, c'est assez miraculeux pour avoir testé l'outil. Sans rien avoir à faire, vous avez déjà, vous voyez déjà des choses, ce qui se passe dans votre réseau que vous ne soupçonnez pas. Donc un autre outil que j'ai aussi testé et qu'on pousse pas mal, on est aussi partenaire avec eux, ils sont sur la liste de prix Cisco, c'est LiveAction. Alors anciennement ça s'appelait ActionPact. Alors c'est un outil qui va nous permettre vraiment de visualiser les flux de manière géographique. On va voir un flux, on va regarder par où il va passer sur le réseau, et on va avoir une instrumentation assez poussée pour voir la performance du flux. Vous avez peut-être suivi nos avancées sur PFR où on peut automatiquement rerouter les flux en fonction de la performance d'un flux. Là, LiveAction sera un outil parfait pour le monitoring de PFR. C'est-à-dire vous allez avoir les informations de reroutage qui vous seront remontées de PFR, vous avez les informations sur la COS, et vous voyez vraiment par où passent vos flux. Et vous avez même des deep dives, vous cliquez sur l'interface, vous voyez la répartition de trafic en temps réel
application par application, parce qu'on peut collecter pas seulement le port, etc., mais on est capable avec Live Action de voir réellement l'application, puisque nos routeurs sont capables de faire du Deep Packet Inspection et de remonter les informations sur l'application. Là, on n'est plus sur du TCP/80, mais on va dire, est-ce que c'est du YouTube, est-ce que c'est un Skype ou un iDonkey déguisé dans un protocole, dans un autre protocole. Voilà. Donc là, également un outil très intéressant pour le LAN, pour le WAN, orienté performance. Alors, un autre outil, et pour ceux qui ont été à Cisco Live la semaine dernière, vous avez peut-être vu aussi des annonces sur quelque chose qui s'appelle One Automation Engine. Alors là, c'est vraiment plutôt orienté service provider également, mais je voulais vraiment commencer par un 360 degrés sur les applications. Bah là, c'est une plateforme, c'est plus qu'un outil, c'est une plateforme qui va permettre de collecter ce qui se passe dans le réseau, et après, on va pouvoir faire des simulations. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si je perds ce routeur-là? Eh bien, l'outil va être capable de dire, tu sais, à 14 heures, si tu perds ce routeur, sache que tu auras 3 liens sur lesquels tu auras de la congestion. Alors, en temps normal, il n'y a aucun souci, mais à telle heure de la journée, on a des projections qui font qu'on montrera qu'on va pouvoir analyser que c'est pas bon. Idem, on va pouvoir demander des scénarios. Par exemple, si je veux pousser 2 gigas de trafic d'un point A à un point B sur le réseau, avec cette plateforme, on va pouvoir savoir qu'il n'y a pas de souci. On va pouvoir accepter le trafic. Par contre, si on perd un lien d'à côté, il y aura un lien donc dans un scénario qu'on appelle worst case. Là, on risque d'avoir des pertes de paquets. Et là, on va pouvoir calculer un meilleur chemin. Et Wave va être capable derrière de discuter avec le réseau. Alors je ne détaille pas tout ça parce que c'est pas l'objet de ce webinaire. On va pouvoir, via des API Southbound, piloter le réseau pour pouvoir programmer un réseau et choisir un meilleur chemin. Donc ça, je simplifie ici, mais c'est pour vous montrer que NetFlow peut être utilisé à des fins réellement d'analyse comportementale du réseau et de traffic engineering. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant quand vous avez un gros réseau. Vous voulez savoir ce qui se passe. Tiens, je fais une maintenance demain matin à 6 heures. Quelle va être la conséquence pour le reste du réseau? Et là, on l'a directement. Et puis, je termine encore avec un outil Cisco. Wave, c'est issu du rachat de Cariden. Cisco a racheté Cariden, je crois que c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans. Là, Cisco prend l'infrastructure que beaucoup connaissent, l'outil de management Wi-Fi, LAN WAN pour le réseau de l'entreprise, où là, on a un collecteur NetFlow qui va nous permettre non seulement de voir dans le détail ce qui se passe sur le réseau, les applications sur les interfaces, les top applications, les top tokers par application avec un mécanisme de drill down. Vous voyez qu'il y a du BitTorrent sur le réseau, vous cliquez sur BitTorrent, vous voyez qui consomme le plus de BitTorrent, et éventuellement, comme vous reliez ça avec là aussi Identity Service Engine, vous avez non plus l'adresse IP, mais vous pouvez avoir directement le nom de la personne concernée. Et vous avez aussi sur Prime tous les mécanismes qui vous permettent de voir la performance du réseau, parce que là aussi on va collecter pour les flux, le serveur délai, l'application délai, etc. Et ça, je reviendrai, network délai, serveur délai, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Voilà. Donc, NetFlow, c'est important. On ne travaille pas tout seul, on travaille avec énormément de partenaires. Là, je vous ai juste donné quelques partenaires. On a aussi d'autres use cases avec du billing, évidemment. NetFlow, ça peut servir aussi pour facturer. Vous voulez savoir qui consomme quoi dans votre réseau, même dans les grandes entreprises, refacturer à un département selon ses usages, ça peut être utile. Voilà, vous avez énormément de sociétés qui fournissent des outils basés sur NetFlow. Et l'avantage, et vous le comprenez évidemment, c'est que vous avez des trucs formidables et vous n'avez rien à déployer, juste du soft, possiblement une appliance, qui va vous permettre vraiment d'analyser, mais l'outil qui permet de voir ce qui se passe dans le réseau, c'est réellement le routeur lui-même. Alors ça, c'est nos partenaires, et puis évidemment, il y a tout ce qui est open source. J'ai vu à Cisco Live les écharpes Dare to Develop, oser développer, n'hésitez pas. Alors, NFDump, NFSend, le dernier de la liste, est certainement un des plus robustes, mais voilà, je veux pas, il y en a d'autres.
Donc, et puis là, vous faites votre customisation possiblement. Après, bon, et comme toujours avec l'open source, il faut parfois customiser, il faut passer un petit peu de temps. Donc voilà, il y a les deux options. Mais vous voyez que Cisco n'est pas tout seul hein, sur NetFlow. Bon, ça c'était pour vous faire comprendre que c'était important, l'écosystème. Maintenant, on va regarder la techno. Et je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que Flexible NetFlow. Alors, avant d'expliquer Flexible NetFlow, je vais vous expliquer NetFlow. NetFlow, c'est, alors là, vous voyez, hein, je vous ai dit que ça allait être un peu avancé. J'ai commencé doucement, mais on va rentrer un petit peu dans le concret. NetFlow, on va voir donc des flux. Et dans un NetFlow dit traditionnel, ce qu'on a commencé par faire il y a déjà de nombreuses années, puis qui est encore largement déployé, eh bien, on caractérisait un flux par ce qu'on appelle un set tuple, c'est-à-dire il fallait que 7 champs soient identiques dans les paquets pour que 2 paquets soient considérés comme appartenant à un même flux. Hein, donc je vais le redire plus doucement. 2 paquets appartiennent à un même flux si et seulement si les 7 champs qui sont ici en jaune ou orange sont les mêmes. Donc en gros, il fallait en traditionnel NetFlow que la source, la destination, les ports source, port destination, l'interface d'entrée, le champ DSCP et le champ protocole du paquet soient les mêmes pour que 2 paquets appartiennent à un même flux. Et puis après, on allait collecter quoi? On allait connecter les paquets, les octets, etc. à les sources et on collectait toujours la même chose. D'accord? Donc on avait une vision très statique. Alors, la première chose qu'on faisait sur le routeur, c'est qu'on créait un cache. Alors toujours, hein, vous voyez, sur un flux, vous avez ici en jaune les informations qui sont nos clés. Je reviendrai tout à l'heure un peu sur cette définition. Et puis après, vous avez ce qu'on collectait. Donc vous voyez, par exemple, on est capable de voir que pour ce flux-là, eh bien, on a 11 000 paquets. Le deuxième flux qui est ici dans la colonne, donc on voit source et destination, c'est pas un seul paquet, hein, c'est vraiment un flux avec 2491 paquets. Voilà. Donc ça, c'est des informations qu'on a dans le routeur, on construit une table de flux. Et après, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, le flux, soit pendant un certain moment, le flux est plus actif, c'est-à-dire il n'y a plus de paquets qui passent qui correspondent à l'état dans le cache, soit ça fait super longtemps que le flux est actif, soit le cache est plein, vous avez trop de flux et puis le routeur il a du mal à garder sa table de flux, ou alors la session s'arrête, hein, vous voyez un reset ou un fin TCP flag qui passe, vous dites ça y est, la session est terminée, et bien vous considérez que le flux est arrêté, et quand le flux est terminé, ce que vous faites, c'est vous l'exportez. Alors, avant de l'exporter, on pouvait avoir des étapes d'agrégation, je vais passer là-dessus, mais le plus intéressant, c'est vraiment, on va pouvoir exporter l'information sur un collecteur, et là, on va avoir plusieurs mécanismes d'export. Alors, NetFlow, version 5, version 9, alors on a version 8, mais je reviendrai pas trop là-dessus, et puis IPFix, un standard également, qui est très proche de NetFlow V9, on reviendra dessus. Voilà, je vous ai dit précédemment, ça c'était traditional NetFlow, mais ce que je vous ai dit précédemment, c'est que on a plein d'usages différents de NetFlow, hein, pour du traffic engineering, de la sécurité, de la facturation. Je vois un opérateur, ce qui l'intéresse de voir peut-être, c'est de savoir qui parle avec qui dans le réseau, quel AS parle avec quel AS, de savoir que c'est tel port TCP, source, destination, il s'en moque peut-être un petit peu. Donc, en fonction de l'usage, on n'a peut-être pas forcément besoin de collecter la même chose. Voilà. Donc c'est exactement le but de Flexible NetFlow, c'est d'introduire un peu de flexibilité là-dedans, donc de collecter plus ou moins de choses selon le besoin. Alors, là il est temps de clarifier un point parce qu'il y a toujours une confusion sur NetFlow. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas aidé, parce qu'on appelle NetFlow globalement en fait plusieurs composantes. La première composante qui est en fait la mesure, le process ce qu'on appelle le metering process, ou la mesure qui est faite sur
le routeur. Et la deuxième chose, c'est une fois qu'on a des informations collectées sur le routeur, eh bien on va exporter tout ça. Donc, le process d'export, c'est là qu'on va parler de protocole, parce que c'est ça qui doit être défini. Ce qui se passe finalement sur le routeur, c'est la soupe interne de chaque constructeur. Ce qui est intéressant, c'est de s'assurer que un équipement réseau puisse parler avec une NMS via un protocole standardisé. Donc, les process d'export, ça va être NetFlow V5, V8, V9, IP fixe. Les process d'export qui vont permettre, les protocoles d'export qui vont permettre d'apporter de la flexibilité, c'est NetFlow V9 ou IP fixe. Et quand on va parler Flexible NetFlow, c'est plutôt ce qui va se passer sur le device lui-même, c'est la configuration locale de ce qu'on va mesurer. Là, je ne veux pas mesurer forcément le nombre de paquets qui passent, ça ne m'intéresse pas, je veux juste mesurer le nombre d'octets. Ou au contraire, collecter les TCP source destination, j'en ai strictement rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les IP et encore de m'agréger tout ça en /24 pour avoir une table de flux qui est peut-être réduite, optimisée et charger un petit peu moins la NMS et le device. D'accord, donc ça, faut bien comprendre ça, la différence entre ce qui se passe sur l'équipement et puis notre protocole d'export et la standardisation, évidemment, va pas s'intéresser à ce qui se passe sur le device, c'est vraiment l'export, le format du paquet, pour qu'une NMS, enfin, si on a su construire un écosystème de partenaires, de développeurs d'outils NetFlow, c'est bien parce que on a toujours été dans la standardisation et voilà. C'est comme ça qu'on a eu ce succès avec NetFlow. Alors, dans NetFlow, on va avec Flexible NetFlow, on va définir ce qui s'appelle des champs clés, des key fields, et des champs non clés, non-key fields. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un fameux set tuple en traditional NetFlow. Je vous ai dit, deux champs appartiennent à un même flux, si et seulement si ces 7 champs qui étaient en jaune, vous vous rappelez, étaient les mêmes. Là, ce ne sera pas des champs jaunes, c'est des champs qu'on va définir comme étant des champs clés. Et on va pouvoir soi-même définir les clés. Ici, j'ai défini un 6 clés, source IP, destination IP, source port, destination port, layer 3 protocole et toast byte. D'accord? Donc, avec ce qui est à gauche, je vais simplement définir que deux paquets appartiennent à un même flux, si et seulement si ces 6 champs-là sont identiques. D'accord? Et après, je vais avoir les non-key fields, là, c'est ce que je vais collecter. Donc, une fois que mon premier paquet va passer dans mon routeur, je vais le voir passer, je vais regarder source IP, destination IP, source port, etc. Je crée mon cache. D'accord? Après, j'ai un deuxième paquet qui arrive. Je crée une entrée dans le cache, pardon. J'ai mon deuxième paquet qui arrive. Là, je regarde source IP 3333, destination IP 4444. Je regarde dans mon cache. Est-ce que j'ai déjà une entrée qui correspond à ce paquet-là, à ces informations-là? Non, j'ai aucune entrée dans le cache qui a exactement ces 6 informations déjà remplies. Donc, je rajoute une nouvelle entrée dans le cache. Et c'est comme ça qu'on va remplir le cache. Si jamais j'ai un paquet 3 qui arrive dans le cache, qui a exactement les mêmes champs clés que le paquet 2, je ne rajoute pas évidemment une nouvelle entrée dans le cache, je me contente de mettre à jour le cache actuel avec les informations à collecter. J'additionne le nombre de paquets, j'additionne le nombre d'octets, etc., etc. D'accord, donc ça, il faut que ça soit vraiment très clair, bien compris. Je ne suis pas sûr de revenir dessus. Donc, ce qui va être intéressant maintenant, c'est on va pouvoir définir plusieurs entrées, ce qu'on appelle des flow monitors, ce qu'on va vouloir monitorer. Si je veux regarder l'analyse de trafic, je vais pouvoir regarder source IP, destination IP, ce que j'ai montré tout à l'heure. Je veux savoir un peu de DSCP, les ports utilisés sur le réseau. Je vois grosso modo ce qui se passe sur le backbone.
Maintenant, si j'ai envie, si j'ai un besoin de sécurité, je vais peut-être être davantage intéressé par regarder notamment les flags TCP qui vont passer sur le réseau. Alors peut-être juste être capable de faire du DDoS, ça va peut-être juste je vais peut-être juste avoir besoin de vérifier qui parle avec qui, peu importe le port utilisé, mais si je vois un SYN float, donc plein de requêtes TCP SYN qui arrivent depuis une seule et même source, c'est que possiblement j'ai un problème sur le réseau. Donc, j'ai peut-être pas besoin d'aller plus loin, d'en regarder plus. Ça, c'est un exemple. Après, vous l'interpréterez comme vous voudrez, mais c'est pour vous montrer qu'on est flexible dans ce qu'on va vouloir mesurer et collecter. Et je reviens là-dessus, et surtout, on peut appliquer plusieurs flow monitors. Après, on regardera, il y a des contraintes selon les plateformes, comme toujours. Mais si vous prenez là, on va parler routeurs, les routeurs d'entreprise, vous allez pouvoir, sur un seul et même paquet, sur une même interface, appliquer plusieurs logiques de visibilité. Sur les commutateurs d'entreprise, Catalyst, là, vous allez appliquer généralement, la plupart du temps, pour avoir une seule règle de visibilité. Après, il suffit de construire la bonne et tout se passe bien. Alors, comment ça se configure? On va configurer plusieurs choses. Et oui, c'est-à-dire une fois qu'on est flexible, l'avantage c'est qu'on fait ce qu'on veut, mais la conclusion c'est que on est flexible aussi dans la configuration, donc ça peut la complexifier également. Alors, première chose qu'on va vouloir configurer, c'est l'exporteur. Un flow exporter, c'est où on veut envoyer les données. Vers quel network management system. Donc là, c'est très simple, vous définissez votre flow exporter, vous lui donnez un nom, et vous mettez son adresse IP de destination. Alors, vous pouvez aussi dire le protocole d'export, est-ce que c'est de l'IP fixe, du NetFlow V9, etc. Mais là on va parler logique ici, je vais rester très très simple. Après, vous allez configurer ce qu'on appelle un flow record. Le flow record, c'est ce que vous voulez mesurer. C'est ce qui va vous définir vos champs clés et vos champs non clés. Là, vous définissez un record qui vous dit, vous avez deux champs clés qui sont l'adresse source et l'adresse destination, et là, vous allez collecter uniquement les octets. Donc, avec ce record-là, vous ne savez pas du tout TCP, UDP, etc., DSCP, vous considérez que deux paquets appartiennent à un même flux uniquement si la source et la destination IPv4 sont les mêmes. D'accord? Et là, vous n'allez collecter que les octets, vous ne collectez pas les paquets. Ça, c'est le record. Pour l'instant, le record, il est appliqué nulle part. Ce que vous allez faire, c'est après, vous allez construire ce qu'on appelle un flow monitor. Un flow monitor, c'est une construction qui va vous permettre d'associer plusieurs choses, qui va vous permettre d'associer ce que vous allez collecter à là où vous allez l'exporter et également à l'interface, parce que c'est le flow monitor que vous allez appliquer sur l'interface. Donc, en gros, avec cette logique, vous allez dire, sur telle interface, j'applique tel monitoring, qui me dit de collecter les informations de tel record et de les exporter à telle destination. D'accord? Donc là, on est hyper flexible, c'est-à-dire on peut utiliser un même flow monitor. Alors, un flow monitor est associé à un flow record, mais vous allez pouvoir l'exporter à plusieurs endroits. Pareil, sur l'interface, vous allez pouvoir appliquer plusieurs monitors. Et c'est exactement ce que je vous indique ici. L'interface, plusieurs monitors. Et après, alors, un monitor, vous n'avez qu'un record, forcément. Vous pouvez ne collecter qu'une seule information par monitor, mais après, vous allez pouvoir l'exporter à plusieurs endroits. Très simple, vous avez un outil de management pour compter les paquets et un autre pour faire de la sécurité, vous allez peut-être exporter les informations aux deux. Voilà, donc ça c'était Flexible NetFlow. Maintenant, on va s'intéresser davantage à l'export, donc les protocoles NetFlow V9 ou IPFix. Alors, ce qu'on faisait avant, là, je reviens sur la partie traditionnelle NetFlow, je vous ai dit, on collectait toujours la même chose. Donc ça, c'était simple. L'export, on exportait toujours les mêmes informations. Le flow record, on savait que c'était toujours les mêmes champs clés, les mêmes champs non clés, et on exportait toujours de la même façon. Une fois qu'on introduit de la flexibilité, c'est un petit peu différent. C'est génial, mais derrière, il faut dire au collecteur ce qu'on va lui envoyer. D'accord? C'est-à-dire l'exporteur va commencer en NetFlow V9 ou en IPFix, vous allez voir, c'est vraiment les mêmes protocoles. L'exporteur va pouvoir, donc le routeur va pouvoir dire au collecteur NetFlow, il lui annonce ce qu'il collecte, il décrit le format du flux, donc
il va lui dire, bah, tu vois, le premier champ, bah, ça sera l'adresse source IPv4 qui sera un champ clé. Le deuxième champ, c'est l'adresse destination IPv4 qui sera un champ clé. Le troisième champ, bah, c'est un champ non clé, c'est le nombre de paquets. Voilà. Et une fois qu'il lui a décrit ce qu'il va lui envoyer au collecteur, bah, là, après, il peut lui envoyer le flow record. D'accord? Et quand on envoie le flow record, on fait référence au format, au template qui a été envoyé précédemment. Donc ça, c'est la logique différente entre NetFlow V5 et NetFlow V9 ou IPFix. Alors ça, c'est un paquet NetFlow V9. Vous allez d'abord envoyer, donc c'est ce que je vous ai déclaré, vos templates. Là, vous avez 2 templates qui sont envoyés, qui lui décrivent finalement les records. Et après, vous allez envoyer vos records. Un record, c'est un flux. Chaque fois que vous avez un flux exporté, vous créez un record. Et ce record, finalement, est décrit dans le template. Et là, vous avez un deuxième record qui est là, bah, qui fait référence au template envoyé précédemment. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'on a de la flexibilité. On n'est pas évidemment obligé de renvoyer tous les templates. On envoie une fois les templates, puis après on se contente d'envoyer les records. Un record, c'est un flux. Et après, on va pouvoir envoyer des options. Et ça, je reviendrai dessus tout à l'heure. Il y a des informations qu'il est utile d'envoyer du routeur au collecteur. Par exemple, faire la correspondance entre un champ if-index, un identifiant d'interface, et puis le nom de l'interface sur le routeur, bah, ça peut être pratique au niveau du collecteur de pas seulement avoir l'if-index, mais de savoir que c'est la gigabit Ethernet 1/0/10. D'accord ? Donc le routeur va être capable d'envoyer notamment, bah, par exemple, une information qui va être la table de correspondance de tout ça. Donc, il y en a d'autres et je vous donnerai ça pour référence. Alors là, vous l'avez peut-être pas vu, mais j'ai changé de slide. Alors je le refais parce que ça se voit pas beaucoup. Attention, NetFlow V9, et là, vous voyez, hop, je passe en IPFix. En gros, les deux sont documentés à l'IETF, c'est quasiment la même chose, il y a très très peu de différence. Sachez que Cisco a commencé par implémenter NetFlow V9 parce que c'est la première chose qui a été standardisée. IPFix est standardisé et maintenant sur la plupart des routeurs et des commutateurs, on autorise un export IPFix. Et puis là où c'est pas là, on y va également. On a toujours une volonté de respecter les standards. NetFlow V9 ou IPFix, les deux sont standardisés. Aujourd'hui, les collecteurs du marché sont quand même principalement encore NetFlow. Beaucoup encore en V5, on en a en V9, beaucoup aussi. IPFix, ça commence. Et même nous, Pram Infrastructure, avec un collecteur IPFix, on dit collecteur NetFlow, mais on devrait dire collecteur IPFix, on va pouvoir récupérer des informations en IPFix. Voilà. Donc ça, c'était l'export. Je vais m'arrêter là. Et maintenant, on va regarder la configuration un petit peu avancée. Je pense que vous avez compris la logique de configuration. On va regarder maintenant un petit peu dans le détail ce qu'on va pouvoir faire. Alors, déjà, on commence par définir nos records. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on veut collecter. Alors, match, c'est les key fields. Collect, c'est les non-key fields. D'accord ? Vous vous rappelez, alors là, c'est... On a 7 champs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on en a 8, pardon. Donc là, on a 8 informations. Donc on en a une de plus que par rapport à un traditionnel flow, c'est le flow direction. C'est de savoir si on va regarder si c'est quelque chose qui est en entrée ou en sortie. Et après, on va collecter l'interface de sortie pour le flux, le nombre de paquets, le nombre d'octets. Voilà. C'est un exemple. Là, c'est vraiment pour référence. Quand vous voyez, chez Cisco, quand vous voyez un petit livre en haut à droite, généralement, on vous donne ça pour référence. Je ne vais pas m'attarder sur le slide, je ne vais pas vous faire toutes les informations. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que ce qu'on va pouvoir collecter, c'est gigantesque. On rajoute et on rajoute énormément d'informations, notamment on a beaucoup travaillé au niveau 2 pour pouvoir détecter ce qui se passe sur les switches dès le switch d'accès et exporter ça à un collecteur pour regarder des attaques qui pourraient survenir au niveau 2. Voilà. Donc ça, c'était le premier slide. Deuxième slide, là aussi, au niveau routing, on va pouvoir voir les GP Next Hop, au niveau transport, voir vraiment au niveau TCP les informations qui sont échangées. Voilà, bon, je vais pas pouvoir vous les faire tous.
vous pourrez les regarder ça vous permettra juste de faire des pauses quand vous regarderez sur YouTube, pour voir également les choses qui sont collectées. Alors là, c'est les champs non clés, c'est ce qu'on va pouvoir collecter. Voilà. Là également, on a rajouté encore pas mal de choses. Je prends pour le multicast, savoir comment on a pu répliquer les données, un indice de réplication, savoir qu'un flux, en moyenne, il est répliqué 3 fois sur le routeur. Bon, voilà, il y a énormément de choses qui sont disponibles. Voilà, j'arrête avec mes slides pour référence. Le point à nouveau, c'est vous faire comprendre, c'est que dans mes slides, je vous ai mis 3-4 collectes, 5-6 matchs, 5-6 clés, 3-4 champs non clés, mais il y en a beaucoup plus. Et après, c'est à vous de faire éventuellement ce qui est le plus utile pour vos besoins. Après, on a la structure du monitor. Vous vous rappelez, monitor, c'est la construction qui va s'appliquer sur une interface et qui va vous dire finalement ce que vous allez collecter et vers où vous allez l'exporter. Alors, on a un petit peu plus de choses sur le monitor. On va pouvoir définir des timers. À partir de quand on considère qu'un flux est terminé? Est-ce que c'est quand on voit plus de paquets pendant 10 secondes, 1 seconde, 3 minutes, 10 minutes? Au contraire, c'est si on voit un flux qui est actif pendant 2 minutes, est-ce qu'on considère qu'on attend, est-ce qu'on l'exporte tout de suite ou est-ce qu'on attend une demi-heure? Si on veut faire de la sécurité, on a peut-être intérêt d'exporter le flux avant qu'il soit inactif. D'accord? Si on a un gros flux de données et si on attend une demi-heure pour l'exporter parce qu'il est toujours actif, c'est pas forcément le mieux. Donc là, on a introduit aussi différents types de caches. Des caches type normaux, donc là c'est le comportement, je vous l'ai dit, on attend qu'un flux soit terminé ou soit en inactif pour l'exporter. On a introduit des caches qui sont dites des caches immédiats. Là c'est très simple, vous avez une entrée dans le cache, vous exportez, vous flushez le cache. En gros, un paquet égale un export. J'imagine pas que vous allez le faire sur tous les paquets, sur tout votre réseau, mais on peut imaginer, vous avez identifié un certain type de paquet sur lequel vous doutez un petit peu, eh bien vous vous arrangez, vous faites votre collecte uniquement pour ces données-là et vous exportez tout ça. D'accord? Alors vous avez un cache permanent. Un cache permanent, c'est un cache qui va jamais se vider. Vous allez exporter les données, mais vous continuez de garder le même cache. Et j'ai un exemple dans les slides qui viennent qui vous explique comment on va pouvoir utiliser ce type de cache. Après, on a un cache dit synchronisé. Le cache synchronisé, ça va vous permettre, dès que, alors attendez, juste une seconde, que je me remémore le point, c'est dès que le flux est terminé, vous exportez. Non, je reviendrai tout à l'heure sur le cache synchronisé. Là, j'ai un gros trou de mémoire, donc je vais pas dire de bêtises là-dessus. Et en plus, c'est quelque chose qu'on a introduit assez récemment, donc je risque de faire une bêtise là-dessus. Voilà. Je reviendrai là-dessus. Après, d'autres points qu'on peut avoir dans le flow monitor, c'est le nombre d'entrées. Le nombre d'entrées dans le cache. Simple, on n'a peut-être pas forcément envie d'avoir un cache qui prenne toute la mémoire disponible sur le routeur. Donc on peut, si on a plusieurs moniteurs, on peut s'assurer de caper chacun d'entre eux. Voilà. Donc là, je vais vous passer les animations. Et là, voilà, c'est ce que j'aurais dû attendre ce slide-là pour vous déclarer, pour vous expliquer les différents types de cache. Et le cache synchronisé, en effet, c'est ça maintenant. C'est écrit sur ce slide, je me rappelle, c'est on va exporter à des délais réguliers. Notamment, on va dire toutes les 10 secondes. Toutes les 10 secondes, je vais décider d'exporter ce qu'il y a dans le cache, peu importe que l'entrée soit finie ou pas. D'accord? Ça va être super pratique. Ça y est, là, comme quoi les trous de mémoire, des fois il suffit de passer le slide suivant. Ça va être super pratique quand on va vouloir monitorer un flux RTP. On voit la gig sur un flux RTP, de la voix. C'est peut-être pratique toutes les 10 secondes d'envoyer l'information sur la qualité du flux RTP, de ne pas attendre, ça y est, l'appel est terminé, écoutez, il était très mauvais, merci de l'information. Voilà, donc là, c'est là qu'on va voir l'utilité de ce type de cache. Voilà. Donc, et puis les autres types de cache, je vous en ai parlé. Et après, on a les exporteurs. Les exporteurs, je vous les expliquais, c'est vers qui on envoie.
On peut envoyer vers un collecteur en V4, en V6, on peut exporter dans une VRF. On peut dire le champ DSCP utilisé pour ce qu'on appelle le NDO. Le NDO, c'est le NetFlow Data Export. C'est le paquet qui est envoyé du routeur en NetFlow V9, en IPFix, NetFlow V5, vers notre NMS. Et on va pouvoir dire, bah moi, écoute, j'utilise le champ DSCP 48 dans mon réseau pour du management, tu utilises ce champ-là. D'accord. Le protocole d'export, bien évidemment. Et après, les options. Alors là, je vous ai parlé tout à l'heure de l'interface table, c'est un de ces options qui va permettre d'exporter le champ if index et le nom d'interface correspondant. On en a plein d'autres. On va pouvoir exporter nos tables de VRF. Quelles sont les VRF présentes sur l'équipement? Ça peut être super pratique. On voit un paquet qui est sur telle interface, bon, on sait à quel VRF il est associé. Des choses sur la COS, alors j'ai quelques slides là-dessus tout à l'heure. Savoir quelles sont toutes les policy maps, les classes maps définies sur le routeur, avec les drops dans chacune des classes. Bon, et puis après, comme toujours, une fois quand vous avez un protocole d'envoi de paquet depuis un routeur, c'est très bien de savoir depuis quelle interface on l'envoie, le type de transport, UDP, le port de destination, et le champ time to leave pour éviter éventuellement que les flux se baladent un peu trop dans le réseau pour éviter qu'un export aille trop loin. Voilà, donc vous avez cette possibilité de configuration. Et évidemment, à chaque fois, j'oublie de faire les petites animations. Alors ça, pour référence, vous avez les options, les fameuses options que j'ai décrites tout à l'heure. Donc là, vous pourrez également faire votre petite pause sur YouTube pour avoir ces infos. Mais en gros, c'est ce que je vous ai décrit précédemment. On a aussi celui qui est très intéressant, c'est ce Application Attributes. C'est-à-dire, je vous ai expliqué et je reviendrai là-dessus, c'est le routeur peut faire du Deep Packet Inspection, peut dire ce flux, c'est pas seulement un flux qui va de A vers B avec tel port, c'est un flux de A vers B tel port et puis c'est du Skype. Alors, dans le paquet, on n'écrit pas Skype, on écrit un petit numéro et on va pouvoir envoyer une table de correspondance qui écrit à quelle application fait référence ce petit numéro. Voilà. Cette clé, cet identifiant. Bon, ça c'est un exemple assez intéressant. Sur le cache permanent, c'était assez difficile de comprendre pourquoi on va faire un cache permanent sur un routeur. C'est le cache qui ne se vide jamais. Et là, ce qu'on fait, vous voyez, si on va définir un record qui va juste collecter, qui va juste regarder le champ DSCP des paquets IPv4, qui va juste regarder l'interface d'entrée et qui va collecter le nombre de paquets et le nombre d'octets. Et ça, on va l'associer, ce record, on va l'associer à un cache permanent. Et vous voyez, on n'exporte rien. On n'exporte rien, et puis en plus, on a un cache qui est tout petit de 256 entrées. Forcément, si on a comment ça s'appelle, si on a le champ DSCP, on n'en a pas forcément 3 milliards. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un cache trop grand. Et ce qu'on fait, c'est on va juste appliquer ce monitor derrière sur l'interface sur laquelle on a envie de voir ce qui se passe au niveau DSCP. Et après, eh bien, on va pouvoir directement sur le routeur regarder le cache en question via la commande show flow monitor my DSCP monitor cache. Et là, on va regarder réellement ce qui se passe dans notre cache. Alors là, vous avez en majuscule les champs clés. Donc les champs clés, c'était DSCP et l'interface d'entrée. Et après, ce que vous collectez. Donc avec ce cache-là, vous voyez très simplement la répartition en octets et en paquets par interface et par champ DSCP. Et ça, pendant toute la durée de vie du routeur. Vous l'exportez jamais, vous le connectez sur votre routeur, vous voyez, bon ok, j'ai principalement des paquets DSCP 0, BST4. Alors un autre point, c'est le sampling. Le sampling, l'échantillonnage. Si on fait rien, NetFlow, on va regarder tous les paquets. À chaque fois qu'on voit un paquet, je vais dire, on regarde dans le cache, est-ce que j'ai déjà une entrée dans le cache? Si oui, j'update l'entrée, sinon je crée une nouvelle entrée dans le cache. En fonction des plateformes, en fonction des besoins d'ailleurs, eh bien, il va être plus ou moins utile de faire de l'échantillonnage. Pourquoi? Parce que ça peut parfois être consommateur de ressources de tout voir.
Alors, globalement, on est quand même très bon. C'est-à-dire on peut faire zéro sampling sur pas mal d'équipements. Après, quand vous avez des équipements type SR9000, CRS, avec des line cards à plusieurs ports 100 Go, vous n'allez peut-être pas regarder tous les paquets. D'ailleurs, ça n'a peut-être pas forcément beaucoup de sens selon les usages. Donc là, vous allez faire ce qu'on appelle du sampling, c'est-à-dire vous allez regarder justement un paquet sur 10, sur 32. Alors en fonction des plateformes, on a plus ou moins le choix du niveau de sampling. Et après, on a deux types de sampling qui sont un sampling déterministique. Le sampling déterministique, c'est vous prenez le premier paquet, si vous faites un sampling 1 sur 10, vous prenez le premier paquet, le 11e, le 21e, le 31e, le 41e, etc. D'accord? Vous en prenez 1 sur 10 et vous en laissez toujours passer 9 entre deux paquets. Ça, c'est pas mal, mais il y a des études qui ont été conduites qui montrent que, comme les applications, elles ont tendance à toujours parler de la même façon, eh ben, en faisant un sampling déterministique, vous risquez de rater des choses. D'accord? Parce que peut-être que tous les 10 paquets, ça sera toujours la même application. Alors on a introduit, alors il y a des super documents qui ont été écrits là-dessus, qui montrent qu'il y a un sampling de type random. C'est-à-dire vous prenez sur 10 paquets, le premier coup vous prenez le 3e, le premier coup vous prenez le 17e, après vous prenez le 21e, après vous prenez le 48e, et à chaque fois, vous prenez pas forcément le même. Donc vous avez un mode aléatoire qui va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité. D'accord ? Alors attention quand même le sampling, on a aussi la théorie, ce qu'on appelle des souris et des éléphants. C'est-à-dire quand vous faites du sampling, forcément, les gros flux, vous allez toujours les voir. D'accord ? Et vous allez avoir des bonnes informations dessus, parce qu'il y aura suffisamment de paquets pour un gros flux pour qu'à un moment donné, vous tombiez dessus au niveau du sampling. Par contre, si vous avez des tout petits paquets, des tout petits flux, je sais pas, du DNS, des choses comme ça, là, vous risquez de ne pas les voir. Donc c'est un peu comme ça. Donc attention quand même au niveau sampling, par exemple pour des besoins sur des mécanismes de détection d'attaque, etc. Le sampling, il faut bien comprendre ce que l'on configure. D'accord ? Et c'est d'ailleurs la force de NetFlow par rapport à d'autres mécanismes de collecte comme SFlow par exemple. SFlow, vous prenez le paquet et vous exportez en gros l'entête, en rajoutant deux, trois informations. Mais vous avez un export par paquet, vous n'avez pas une table de flux, vous n'avez pas une gestion de flux sur le routeur. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un paquet, si vous devez exporter une donnée à un collecteur, ça fait un petit peu mal. Donc, quand on fait du SFlow, généralement, on fait un sampling de 1 sur 1000, et là, on ne voit plus passer grand-chose. Hein. On ne peut pas faire un sampling de 1 sur 1 en SFlow. Tandis qu'en NetFlow, on peut faire. On n'est pas obligé de faire du sampling puisqu'on va construire une table de flux locale sur l'équipement et c'est les flux qu'on va exporter, pas les paquets. Donc là, on peut avoir une bien meilleure précision au niveau de la plateforme. Voilà. Alors un point qui est assez essentiel aussi, c'est il y a encore beaucoup d'usages sur de NetFlow version 5 en mode traditionnel. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on a commencé à faire et puis vous savez ce que c'est, une fois qu'on fait quelque chose et que ça marche, on a du mal à changer, d'évoluer. Et pourtant la configuration va vers le Flexible NetFlow. D'accord ? Donc ce qu'on permet en Flexible NetFlow, c'est d'avoir tout simplement de reproduire le record traditionnel, hein, c'est-à-dire dans votre monitor, vous appelez un record qui est créé directement sur l'équipement, qui est un record original input, qui correspond à ce que vous aurez en NetFlow traditionnel, et vous y associez un exporteur NetFlow V5, et là vous aurez exactement le même comportement. Alors je vois qu'il y a quelque chose, je vois des pop-ups sur mon écran, n'hésitez pas à poster vos questions en Q&A, je regarderai bien évidemment le chat à la fin du webinaire, mais là en live j'ai un petit peu du mal à tout suivre. Alors, pour référence là aussi, j'ai oublié de mettre les petits livres en haut à droite, là c'est des commandes assez utiles, notamment show flow monitor statistiques, show flow monitor le nom du flow, le cache pour voir exactement ce qui se passe dans le réseau. Bon, évidemment, vous connaissez Cisco, vous avez des configuration guides vraiment très détaillés qui vont vous aider, vous n'êtes pas tout seul. Donc là, vous allez pouvoir avancer là-dessus sereinement. Voilà, donc là, je pense que, comme je l'ai dit, on va déborder un petit peu.
Donc, je m'en excuse, mais c'est aussi un peu le point. Je pense que déjà sur la technologie, vous avez déjà assez d'informations. Donc, ceux qui doivent partir, vous pouvez, on vous autorise. Mais maintenant, voilà, on va monter encore un petit peu sur les usages, puisqu'on va utiliser NetFlow aujourd'hui. C'est un gros sujet chez Cisco pour la performance des applications. Alors le point, c'est quoi? C'est dans notre réseau, s'arrêter au niveau 4, c'est bien sympa, mais bon, TCP 80, TCP 443, ben derrière, il peut y avoir pas mal d'applications. Hein. Donc, ça suffit pas forcément pour bien voir ce qui se passe. Et puis après, ben, la question, c'est comment marchent ces applis. Quelle est l'application, quelle est la performance des flux voix, vidéo, principalement des flux RTP, et puis quelle est l'application de mes applications critiques, la performance de mes applications critiques, l'application TCP. Donc l'important, ça va être de pouvoir mesurer tout ça, de voir déjà les applications. Et ça, on peut le faire grâce à un mécanisme de Deep Packet Inspection qui est intégré sur nos contrôleurs Wi-Fi, sur nos firewalls, sur nos routeurs, sur notre appliance NAM. Et j'en oublie certainement, c'est le même partout, c'est N-bar2, c'est plus de 1600 applications avec des possibilités de customisation. Et ça, on va pouvoir voir les applications qui passent sur le réseau. Hein. C'est plus TCP 80, c'est Netflix, c'est BitTorrent ou d'autres choses comme ça que vous allez voir. C'est du SAP. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, votre qualité de service ou votre visibilité, vous la voulez pas sur des ports. Savoir que vous avez 70% de votre trafic qui est du 443 et 20% qui est du TCP 80, ça va pas forcément vous aider beaucoup à savoir ce qui se passe dans votre réseau. Certes, vous allez avoir les top talkers, mais so what, ça va pas forcément être le plus utile. Par contre, savoir que dans votre entreprise, eh bien, il y a quelqu'un qui consomme en permanence 15 mégabits par seconde de YouTube, ça peut vous aider. Surtout si derrière vous devez racheter des liens WAN et qu'il y a des gens pour qui d'autres applications critiques ne marchent plus. Donc ce qu'on a fait, on a intégré notre mécanisme de Deep Packet Inspection, N-bar2, on l'a intégré à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et là, il suffit de déclarer le nom de l'application Match Application Name dans le record, et là automatiquement, notre Deep Packet Inspection va rentrer, et là dans le flux, on n'aura pas seulement le port, on aura également le nom de l'application. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et derrière, vous avez des super dashboards, application par application, directement le nombre d'octets, qui parle par application. On a l'application, mais on peut aller un petit peu plus loin. On peut collecter des informations assez précises dans les champs applicatifs. Dans l'HTTP, on va pouvoir avoir l'URL des serveurs au niveau tout ce qui va être mail, etc. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça aussi c'est pour référence. Mais ça, c'est vraiment sympa. C'est-à-dire savoir que c'est du YouTube, c'est bien. Savoir que c'est YouTube / mon entreprise ou YouTube / Jeux Olympiques d'hiver, où ça va pas forcément être la même utilité pour vous. Il n'y a aucun problème si votre service marketing accède régulièrement à certaines URL. Par contre, savoir que d'autres équipes écoutent de la musique en permanence, c'est peut-être plus gênant. Donc l'URL va être utile. Donc on va pouvoir collecter l'application, collecter les champs que vous avez vus précédemment, le type des champs extraits de l'application, l'URL et bien d'autres. Et là, quelque chose qu'on a introduit qui est absolument génial, c'est on va aussi pouvoir collecter par où passe le paquet. Et ça, c'est quelque chose qui est super utile dans un réseau. Et une question qu'on s'est tous posée, c'est j'ai fait ma COS, j'ai fait ma policy map, j'ai fait ma class map, j'ai fait tout mon scheduling, mon queuing, etc. Et pourtant, j'ai aucune idée si mon paquet, même mon application passe dans la bonne file d'attente. Alors peut-être qu'on va avoir l'information quand on va le tester au tout début, mais dans la vie du réseau, on n'en est pas certain. Et bien là, on est capable, sur le routeur, de donner l'information pour le flux, de dire par où il passe, dans quelle classe il est, dans quelle file d'attente il est. Et en plus, on va être capable d'exporter en même temps, par file d'attente, les drops. Donc ça, c'est la façon de le configurer. Toujours les fameux collects et puis les options
correspondent au policy map et au class map. Et là, ce que vous allez avoir, donc, c'est une table de flux. Pour chaque flux, vous allez se dire, bah, ça passe dans ma policy map parent, dans la classe numéro 1, et après que ça passe dans la classe child. Hein, c'est même quand vous avez de la hiérarchie Calcos, vous allez pouvoir regarder exactement la hiérarchie, la file d'attente associée. Et par file d'attente, NetFlow va vous donner même les paquets de drop. Donc là, c'est formidable. Vous savez que tel flux passe bien dans la bonne file d'attente et qu'en plus, eh bien, vous avez le taux de drop associé. Alors, donc ça, vous l'avez aujourd'hui directement intégré à Flexible NetFlow. Alors ça, c'est mesurer si la COS se passe bien. D'autres choses qu'on veut voir, et c'est toujours un peu la même question, mon application marche pas, mon appel ne marche pas. C'est de la faute de qui? C'est de la faute du réseau, c'est de la faute de l'application. Eh bien, on avait des appliances pour faire des calculs assez complexes en observant le trafic réseau. Et là, je parle pas d'injecter des données, je parle pas d'injecter des sondes sur le réseau, c'est en observant les paquets qui passent sur le réseau, ben, je vais pouvoir savoir le délai réseau, le délai côté client, le délai côté serveur et le délai applicatif. Hein. Donc, je le redis, en observant un flux sur un routeur, on est capable de faire la différence entre le délai réseau et le délai applicatif. Ah, vous allez me dire comment? La réponse est comme ça. Je vais pas vous faire toute l'explication parce qu'on a une cinquantaine de métriques qui peuvent être calculées, mais globalement, c'est pour montrer qu'on va quand même sur des choses assez fines. Vous avez un client, un serveur, vous avez déjà l'établissement de la session TCP, SYN, SYNAC, ACK. D'accord? Bah, là, ce temps-là, c'est le délai serveur, ce temps-là, c'est le délai client. Après, vous avez votre première requête applicative, hein, vous avez votre requête, et là, vous avez la réponse du serveur. Alors, ce qui se passe quand on fait une requête TCP, ça monte pas dans la CPU, généralement c'est traité au niveau kernel, ça remonte pas au niveau application. Alors, je dis CPU, c'est pas traité par l'application, c'est traité par les couches basses de l'operating system. D'accord? Donc, si vous comparez après une requête applicative faite au serveur le temps mis pour répondre avec le temps mis pour répondre à un simple TCP SYN, ben, la différence entre ce fameux RT et le fameux SND, eh bien, ben, c'est le délai applicatif. C'est ce que vous avez ici. Bon, vous avez énormément de choses. Vous allez voir s'il y a des problèmes de retransmission de paquets, des paquets sur lesquels on n'a pas eu de réponse. Il y a énormément de choses, des déséquencements. Vous avez une quantité de métriques, à nouveau, vous en avez une cinquantaine. Mais là, c'est pour vous montrer l'intelligence qu'on a embarquée sur les routeurs pour faire ce type de mesures. D'accord? Là, c'est des mesures plutôt TCP. Hein. On a également fait d'autres types de mesures pour des flux RTP, pour la partie voix donnée. Et bien évidemment, hein, voix donnée, on n'est pas sur ce type de flux. Hein. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, on fait de la mesure de performance pour les flux TCP et RTP. Derrière, bah, c'est deux logiques différentes de calcul. Et pourtant, on va pouvoir exporter tout ça de la même façon et deviner en quel format. Et ben, NetFlow V9, IPFix, on va pouvoir exporter ces données de performance au collecteur. Donc voilà, toutes les informations qu'on va pouvoir calculer, encore ça c'est même pas les champs, vous en avez encore davantage. Tout ça, que ce soit du media monitoring, du application response time, d'autres métriques, des informations sur le reroutage dynamique fait avec PFR, tout ça, vous allez pouvoir l'exporter en NetFlow. Hein. Alors certes, vous pouvez le configurer. Bon, moi je fais partie de cela parfois. Bah, c'est simple, vous définissez des records qui sont là d'un certain type. Vous rajoutez le Type Performance Monitor, ce qui veut dire que là, vous allez rentrer dans des mécaniques de calcul sur le routeur. Quand vous avez un Record Type Performance Monitor, là, vous savez que vous rentrez dans une moulinette de calcul de performance applicative par rapport à un flow record traditionnel où vous vous contentez quelque part de compter les octets. Mais c'est la même logique. Vous avez des performance monitors, vous avez des flow records, vous avez des flow monitors qui appellent ces flow records et vous avez l'exporteur évidemment. Et après, vous appliquez ça sur une interface. La seule différence, c'est qu'au lieu d'appliquer directement le monitor sur l'interface, vous allez appliquer une policy map, une service policy, et dans laquelle vous allez dire, ben, tu vois, pour tel type de trafic,
je veux faire tel type d'analyse. Pour tel type de trafic, je vais faire tel autre type d'analyse. En gros, si je vois de l'UDP, je vais faire telle adresse IP qui corresponde à des outils de téléprésence, des terminaux de téléprésence. Vous allez peut-être vouloir faire une analyse approfondie et bien de la gig, de la latence. Si vous voyez des applications, je sais pas, votre SAP, vous voulez assurer que SAP chez vous marche très bien, bah vous allez faire une classe. Donc cette classe, ça va matcher sur par exemple des ACL, c'est une classe map traditionnelle. Eh bien, vous allez dire pour telle classe, je fais tel autre type de calcul. D'accord? Vous avez une autre solution, c'est ça à configurer, ça peut être un petit peu chaud. On a introduit quelque chose qui s'appelle Easy Performance Monitor, où là, on vous donne la possibilité directement via, alors c'est pas des macros, c'est parce que ça vous génère pas des confs sous le capot, ça remplace les configurations. Vous allez avoir des profils de visibilité. Alors soit des profils, on va dire, de visibilité assez grossière, mais déjà on a pas mal de choses. Déjà au niveau applicatif, on va juste savoir par application le trafic par application, ou alors le trafic par application et en rajoutant les clients associés. Soit on voit le nombre d'applications par interface, soit on voit les clients associés, ou sinon dès qu'on va vouloir rentrer dans du monitoring un peu plus précis avec le response time, la performance, la mesure, les URL, la visibilité sur les URL, et bien là on va utiliser ce qu'on appelle les profils fine grain. Donc le coarse grain, ça va être ce qu'on va voir globalement, ça peut même remplacer votre configuration NetFlow que j'ai présentée tout à l'heure. Bah, c'est très simple, vous allez appliquer quelque chose qui s'appelle Performance Monitor Context avec un certain profil, Application Statistics, là vous voulez pas de performance, juste des informations globales sur les applications, et vous allez dire bon bah moi je veux savoir globalement les applications par interface. Ou alors, ben, éventuellement, parce qu'on n'est pas obligé de mettre les deux, les applications, mais je veux aussi savoir les adresses IP sur ces destinations pour les applications. Et ça, on va l'exporter à un collecteur NetFlow via cette interface sur le routeur. Vous voyez, vous vous contentez de faire 4 lignes de conf, vous appliquez ça sur une interface et vous avez gagné. Donc ça, c'est l'équivalent d'un certain nombre de lignes de configuration. Et après, côté fine grain, donc les mesures précises, bah là, vous avez un petit peu plus d'options. Les stats applicatives, on pouvait regarder après derrière la visibilité sur les URL. Pareil, au niveau, on rajoute des informations sur les clients, les serveurs, les responsables applicatifs, les mesures de performance pour tout ce qui est flux voix vidéo. Et là, pareil, même logique, vous avez votre performance monitor context avec votre profile qui est maintenant application experience, c'est plus application statistics. Maintenant, on peut voir l'expérience associée à l'expérience utilisateur pour chacune des applications. Et là, bah, vous choisissez ce que vous voulez mesurer. Ça, c'est l'équivalent de 650 lignes de configuration. Voilà, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez faire ça. Puis vous pouvez aussi utiliser une autre méthode qui est pas mal, ça s'appelle des outils management, qui vous permettent non seulement de voir ce qui se passe sur votre réseau, mais aussi de configurer. Et là, Prime Infrastructure, depuis 2.0, donc maintenant on est en 2.2, vous avez un template qui est vraiment formidable. Vous voyez, vous activez Traffic Statistics, URL Visibility, vous mettez On-Off, Response Time On, Videometrics, vous poussez ça sur les routeurs, et là, ça va vous générer vos 650 lignes de configuration. En une autre méthode, qui est même encore plus rapide, c'est que vous choisissez un équipement, vous choisissez une interface et vous appliquez, vous dites je veux de la visibilité sur Enable Application Visibility sur cette interface, vous cliquez, et là automatiquement, sur Prime, vous allez commencer à voir des tableaux de bord. Et là, ce qui est pas mal avec Prime Infrastructure, c'est que vous avez les statistiques pour le Wi-Fi, parce qu'on a un collecteur NetFlow sur le contrôleur Wi-Fi, que ce soit en mode centralisé, en Converged Access. Vous avez la visibilité des flux Wi-Fi, la visibilité des flux qui vous est donné des switches et des routeurs. Donc ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Et vous avez une vision combinée de tout ça sur le même dashboard. Voilà. Alors, je voulais juste parler un petit peu de l'intérêt d'avoir de la visibilité sur le switch d'accès. C'est un sujet qui est assez intéressant.
Plusieurs raisons de le faire. Alors, la première, ça va être celle qui est en bas, c'est supporté, autant le faire. Mais bon, il y a bien d'autres choses qui sont supportées, donc je pense qu'il faut que je vous donne un peu plus d'informations. Un point intéressant, c'est de récupérer l'ensemble des flux. Et vous avez la propagation d'un verre, par exemple, sur un réseau entre deux hosts d'un même subnet, ça va pas remonter jusqu'au switch de distribution. D'accord C'est-à-dire que vous ne verrez rien du tout si vous n'activez pas NetFlow sur le switch d'accès. Ce qui est pas mal aussi, d'avoir NetFlow sur le switch d'accès, c'est quand vous avez une source, vous savez directement sur quelle adresse IP cette source est connectée. Et ce que j'ai pas fait dans ce webinaire, j'aurais bien aimé, on est capable directement sur le switch de scripter des actions avec Embedded Event Manager, de détecter des anomalies dans la table de flux et localement, par exemple, si on voit qu'une source a plus de 100 flux avec un seul paquet, et c'est toujours des paquets TCP/SYN, j'imagine que cette source est en train de faire quelque chose de mal dans le réseau. Je connais l'interface sur laquelle cette source est localisée, parce que je suis sur le switch d'accès, je shut le port. D'accord? Donc on va pouvoir faire plus d'actions. Après aujourd'hui, très clairement, on est dans un monde SDN, c'est-à-dire un acronyme largement utilisé, et il fallait que je le place absolument dans cette présentation. Donc Software Defined Networking, c'est-à-dire on va peut-être pas forcément s'amuser à programmer chaque switch d'accès, alors qu'on peut avoir une action qui est faite sur un super outil en centrale qui va pouvoir derrière piloter des actions sur les switches. Donc on va pouvoir avoir l'identité de l'utilisateur, permettre l'évolutivité, la montée en charge. Ça veut dire quoi? C'est peut-être plus facile de monitorer sur toutes les interfaces d'accès plutôt que d'avoir un gros monitor sur un gros switch de cœur. Un autre point, c'est sur nos switches, on a les mesures de performance qui sont supportées. Alors, pas les Application Response Time TCP, mais on peut voir notamment la jitter, la latence au niveau TCP, au niveau RTP. Donc, on a certaines informations qui sont déjà disponibles d'un point de vue protocolaire et qui sont disponibles sur nos switches d'accès. Le 3K, le 4K, le 6K. Pas le 2K. Sur le 2K, on a du NetFlow, quelque chose qu'on appelle Flexible NetFlow Lite, je vous expliquerai ce que c'est. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le premier équipement du réseau, imagine vous avez un terminal audio, quelqu'un vous dit la qualité est abominable, vous allez être sur le premier switch et vous allez pouvoir dire moi je vois que ça marche à gauche, mais par contre en effet après avoir passé le WAN de l'opérateur, je fais la même mesure de qualité sur le switch de l'autre côté, ça ne passe plus. D'accord? Donc vous allez pouvoir de cette manière isoler davantage la responsabilité. Est-ce que c'est un problème du réseau? Est-ce que c'est un problème de l'applicatif? De l'utilisateur qui n'entend rien, je ne sais pas. Il peut y avoir plusieurs hypothèses. Mais ça va vous permettre d'avoir de la visibilité dès le premier équipement du réseau, c'est important. Alors, vous allez peut-être entendre un terme qui s'appelle Network as a Sensor. L'idée, c'est comment, c'est un petit peu ce que je vous ai présenté aujourd'hui avec un angle un peu marketing, parce que NetFlow, ça fait peut-être moins rêver que Network as a Sensor, que SDN, peu importe. Mais l'idée, c'est la suivante, c'est qu'on va vraiment se servir du réseau pour voir ce qui se passe, et de tout le réseau, filaire Wi-Fi, dans l'entreprise, et ceux des switches d'accès. Et là, grâce à l'ANCOPE, avec qui on a un partenariat, on va pouvoir regarder, voir des anomalies au niveau, grâce à NetFlow. L'ANCOPE va pouvoir détecter des anomalies et va pouvoir faire des rapports d'anomalies. Alors des choses sur lesquelles on travaille en ce moment, le problème après c'est la remédiation. Une fois qu'on a l'information sur l'ANCOPE, c'est qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui on a une alarme et on peut travailler. C'est déjà pas mal. Je pense que la plupart de ceux qui sont connectés, s'ils avaient des alarmes de toutes les anomalies, je pense qu'ils seraient contents. Et là, ce qui est intéressant là-dedans, parce que peut-être certains disent, moi j'ai déjà mon IPS, je vois déjà tout ce qui se passe dans mon réseau. Vous voyez pas mal de choses, mais votre réseau, la sécurité qu'on a toujours eu tendance à faire avec, je me protège mon entrée de site et puis derrière je suis tranquille. Aujourd'hui, ça tient quand même beaucoup moins. Et les dernières attaques, quand on regarde les grosses entreprises qui se font attaquer en ce moment, les vecteurs d'attaque sont hyper complexes.
et on va pouvoir utiliser tous les moyens pour contourner la sécurité de l'entreprise, et éventuellement même rentrer par l'intérieur. Certaines attaques, on a pu comprendre que c'était des gens en interne, visiblement, qui n'auraient pas forcément souhaité faire du bien à leur entreprise, enfin peu importe. Mais une imprimante peut être utilisée pour attaquer un réseau. On parle du Bring Your Own Device, on parle des accès guest. Vous activez un guest sur le réseau, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que vous êtes sûr qu'il va utiliser le réseau comme il se doit? Est-ce qu'il va peut-être pas rebondir en interne et arriver à passer sur d'autres équipements? Voilà. Donc voir tout depuis l'accès sur l'intégralité du réseau, c'est important. Et ce qu'on est capable de faire, eh bien, c'est avec l'ANCOPE et via notre contrôleur SDN API-QM, eh bien, l'ANCOPE va pouvoir dire, je détecte quelque chose, j'envoie un ordre à API Enterprise Module pour, par exemple, dire, tu vois, cette session-là, tu me fais un span de cet utilisateur-là pour regarder réellement paquet par paquet ce qui passe. Et puis après, on va pouvoir dire, bon, ok, c'est une attaque, je filtre. C'est pas une attaque, je laisse passer. D'accord? Donc avoir une interaction plus forte entre la détection de l'attaque et le réseau. Pas juste de la visibilité, un peu comme on a avec sur les réseaux plutôt size provider avec le protocole FlowSpec. Et là, côté entreprise, dès l'accès de l'entreprise. Et à nouveau, ça c'est important dès l'accès, vous avez deux utilisateurs dans le même réseau, il y en a un qui arrive avec un laptop complètement infecté, et ça serait bien qu'il contamine pas le petit voisin qui est sur le même LAN. Vous avez des laptops qui se baladent un peu partout, quand ils reviennent, vous savez pas forcément leur état, savoir être capable de voir ce qui se passe sur chaque ordinateur et détecter des anomalies, ça peut être pratique. Et là, NetFlow va vous aider. Donc si vous voulez tester l'ANCOPE, allez-y, faites-vous plaisir. Je crois qu'on a même des licences sur nos équipements. C'est-à-dire quand vous prenez un switch Cisco, vous n'avez qu'à cocher et gratuitement, vous avez un certain nombre de jours d'utilisation de l'outil l'ANCOPE. Après, vous pouvez prolonger si ça vous va, quoi. Alors bon, ça c'était juste une parenthèse. Rappelez, j'en profite, la mesure des flux, c'est bien. Des fois, on veut voir exactement l'intégralité du paquet. Et ça, on a aussi des choses sur les switches. On intègre Wireshark sur nos 3K, nos 4K. Sur le 6K, on a un chipset, un ASIC de capture de paquets qui est présent en hardware. C'est pas juste une capture sur la CPU du switch, là c'est en hardware. Évidemment, c'est un switch plus gros avec plus de flux. C'est bien de le faire avec un peu plus de pêche. Regardez exactement le contenu du paquet. Donc vous pouvez avoir une première analyse via NetFlow, vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, un petit Wireshark sur l'équipement, et là vous regardez, ouais, ok, j'ai un problème, j'ai pas un problème, là je peux prendre une décision. D'accord? Donc on peut aller plus loin que NetFlow. Pour référence, le support des fonctionnalités de visibilité, Flexible NetFlow, d'accord? Dès les 2960X et XR. Alors attention, c'est du NetFlow Lite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est samplé. Il y a du sampling, il y a de l'échantillonnage. On ne voit pas tous les paquets. D'accord? Après, on a déjà une excellente visibilité. La différence aussi sur les 2960X, vous n'avez pas de Wireshark et vous n'avez pas de performance monitoring. Vous ne savez pas dire, tiens, ok, je vois un flux RTP, j'ai 3% de perte de paquets sur ce flux. D'accord? Sur les autres équipements, vous avez tout. Je vais laisser les 3750X et les 3560X, où je rappelle que pour faire du Flexible NetFlow, il fallait un service module dédié et on voyait que les flux qui passaient dans le service module, donc des flux nord-sud. Donc aujourd'hui 3650, 3850, on voit tout, les flux nord-sud, mais également les flux est-ouest. Donc deux hosts sur un même switch dans le même VLAN. Vous voyez comment ils parlent entre eux, vous voyez ce qu'ils se racontent, et vous voyez si c'est pas normal et vous pouvez y remédier. D'accord? Allez, on a terminé. Pas mal de retard comme prévu, mais je pense que la base de NetFlow a été bien couverte dans les temps. C'était déjà mon objectif. Avant de se quitter, des références. J'ai repris pas mal de slides d'une session Cisco Live qui est géniale, qui est un breakout NMS 3132 fait par Benoît Claes. Il m'a gentiment prêté certains de ces slides. Lui il rentre encore un petit peu plus dans le détail.
mais je pense que là, déjà en 1 heure, c'était déjà pas mal. Toujours après, à la limite, je vous mets des références, mais vous faites un Google, Configuration Guide, NetFlow, Performance Monitoring, Cisco, et vous avez, comme toujours, des informations qui vont bien. Vous choisissez votre équipement et vous aurez énormément d'informations. Je rappelle les prochains événements, un petit encart en haut à droite du blog. Alors le 3 mars, on fera un webinaire sur les trucs et astuces pour simplifier ces configurations de switch. Pour les partenaires qui nous écoutent aujourd'hui, sachez qu'il y aura à peu près à la même date un webinaire partenaire sur le même sujet. Donc peut-être pas la peine de voir les deux. Et puis le 1er avril, un point sur la gestion des identités sur le réseau avec IBNS 2.0, qui est un nouveau framework de gestion des identités, hein, qui est un petit peu plus nouveau, un petit peu plus avancé, qui offre certains avantages et qui change un peu la façon dont on fait du 802.x, du MAB. Mais là, on va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse bien comprendre le 802.x, le MAB sur le réseau, comment on configure, les démos. Je pense que ça peut être intéressant. Pour information, ces 2 sessions, là je les tire d'un technical seminar que j'ai organisé à Cisco Live le 24/04, qu'on a joué la semaine dernière. Ça s'est extrêmement bien passé, sachant que l'idée c'était de simplifier le réseau. Alors on simplifie le réseau, on simplifie les configs et puis on simplifie le réseau avec la gestion des identités sur le réseau. Comment finalement tous mes ports sont configurés de la même façon et en fonction de qui et quoi est connecté. Et j'ai un serveur Radius qui va de préférence ISE parce qu'il voit un petit peu plus, faire du profiling, il va voir davantage ce qui se passe. Eh bien, on va pouvoir piloter le port. Dire, tu vas dans tel VLAN, t'as tel COS, t'as tel access list, etc., etc. Donc, ces événements, c'est le mercredi à 10h. Si ça vous va pas du tout, il faut me le dire. Moi, je suis très flexible. C'est géré via le blog. On sort un peu des process communication, marketing de Cisco. L'idée, c'est que ça soit informel. Vous pouvez réagir. Le blog, ça marche bien. Il y a énormément de gens qui lisent, donc je suis vraiment ravi. Continuez à partager les articles. N'hésitez pas à commenter. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous pouvez le dire. Si vous appréciez, si vous avez un retour d'expérience, vous pouvez nous en faire part. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement ouvert. Voilà. Bon, écoutez, merci à tous. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et je vous dis donc au 3 mars, sinon avant sur le blog, j'espère avoir le temps d'écrire un ou 2 billets d'ici là. À très bientôt et merci. Au revoir.